La glycine dépérissait depuis 3 ans avant que quelqu'un ne pense à faire le lien avec un meurtre. Elle drapait le mur est de Meadowcroft comme une femme dans une robe flatteuse soudainement amincie. Toujours belle, toujours imposante par son étendue sur la façade géorgienne. Mais avec quelque chose qui clochait à la racine. Chaque printemps, ses feuilles rapetissaient. Les fleurs, jadis une cascade de violets si profond qu'elles semblaient retenir le crépuscule, s'étaient réduites à de rares grappes, pâles et timides. Edmund Hale, qu'il avait planté lui-même lorsqu'il avait acheté la maison en 1921, se tenait dessous chaque avril et fronçait les sourcils. Miss Marple remarqua la glycine lors de sa promenade matinale, la veille de Pâques, comme elle remarquait tout dans le village de Thornhallow. Elle n'était pas tant une femme qui marchait, qu'une femme qui parcourait le village avec la lenteur et la patience d'une aiguille, tissant ses moindres détails dans la trame de sa compréhension. Elle savait quelles roses appartenaient à Madame Garrity et lesquelles à la femme du vicaire, qui s'attardait trop longtemps au guichet de la poste, qui cédait bien trop facilement à la langue acérée de Madame Harding, et qui restait assise en silence à l'église le dimanche. Un silence qui n'était pas la paix, mais la dissimulation. La glycine de Meadowcroft dépérissait depuis 3 ans. Elle avait remarqué son déclin, tout comme elle avait remarqué les premiers cheveux gris aux tempes de Madame Pemberton, la nouvelle fissure dans l'échalier du cimetière, ou encore la lampe du cabinet du docteur Whitmore qui brûlait de plus en plus tard chaque soir. C'était là le genre d'observation qui rendait Miss Marple si précieuse à l'inspecteur Mallow, lorsque le monde de Thornhallow, dans sa quiétude apparente, laissait parfois entrevoir des failles. C'est Madame Harding qui a attiré son attention sur ce point en premier. C'est terrible, cette glycine, n'est-ce pas? Madame Harding s'était arrêtée à la porte de son jardin, sécateur à la main, levant les yeux vers la plante envahissante avec l'air de quelqu'un qui se permet de critiquer les choix de jardinage des autres. Ça fait 3 ans que ça ne fait qu'empirer. Franchement, ça donne une mauvaise impression à toute la maison. Miss Marple avait murmuré quelques mots sur l'état du sol et la pourriture des racines, de ces sagesses murmurées que les femmes du village échangeaient sur le jardinage. Et elle avait poursuivi sa promenade. Mais elle avait jeté un dernier coup d'œil en arrière, vers la maison aux hautes fenêtres et à la splendeur déclinante. Et elle avait pensé, comme souvent, que la pourriture des racines était toujours la dernière chose que l'on souhaitait voir. Le télégramme arriva à 4h30 cet après-midi-là. Miss Marple était dans son jardin, en train d'enlever les fleurs fanées de ses rosiers avec le soin méthodique qu'elle apportait à toutes ses tâches. Lorsque le garçon de la poste remonta l'allée à vélo à une vitesse tout à fait inappropriée pour un vendredi saint. Son visage était rouge de l'excitation particulière que les garçons du village éprouvaient face à une catastrophe. Une mort au village était presque aussi réjouissante qu'une fête foraine pour les jeunes. Et il glissa un télégramme par le portail sans attendre qu'on le lui demande. Elle le lut 2 fois. Puis elle posa son sécateur, s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers le téléphone situé au fond de la maison. À 6h, Thornhallow savait qu'Edmund Hale était mort. C'est l'inspecteur Mallow qui l'appela. Cet homme méthodique, originaire de Leeds, avait été affecté au comté 3 ans auparavant et avait appris, durant cette période, que les observations de Miss Marple pouvaient valoir plus que des semaines d'interrogatoire menées par un agent de police. Il l'avait déjà convoqué à 2 reprises. Une fois lorsque la vieille Madame Cavendish avait fait une chute dans l'escalier, et une autre fois lorsque la femme du guichetier avait avalé discrètement ses somnifères. À chaque fois, ces questions, posées avec douceur et précision, avaient permis de démêler des énigmes que d'autres avaient mis des mois à résoudre. « Du poison », dit Mallow en arrivant à Meadowcroft.
La maison était illuminée par la lumière du crépuscule, ce qui parut obscène à Miss Marple, compte tenu des circonstances. De l'arsenic, très probablement. Le docteur Whitmore est déjà là. Ils l'ont appelé en premier, évidemment. Il a prononcé le verdict à 4h30. Et l'heure du décès? Entre 4 et 5 heures, selon son estimation. Il était seul dans son bureau depuis 2 heures. La gouvernante, Madame Pemberton, l'a trouvé à 4h30 lorsqu'elle lui a apporté son thé. Miss Marple observa la maison. À travers les hautes fenêtres, elle distinguait des silhouettes en mouvement. Un agent de police, une femme en noir qui devait être la gouvernante, et un homme de grande taille, en costume froissé, qu'elle reconnut comme étant le docteur Whitmore. Il se tenait immobile près de la fenêtre, et cette immobilité avait quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier sur le moment. « Puis-je le voir » Malo hésita. « Le corps a été déplacé, mais vous pouvez voir où il a été trouvé. » Le bureau était une pièce où le confort masculin avait laissé place à une atmosphère sordide. Fauteuil en cuir, lampe à abat-jour vert, odeur de vieux tabac et de vieux livres. Edmund Hale était allongé sur le tapis turc près de la cheminée froide. Le visage d'un gris particulier, celui d'un homme empoisonné. Miss Marple avait déjà vu cette couleur, et sa main droite serrait encore l'accoudoir du fauteuil, auquel il s'était agrippé avant la fin. Elle l'observa longuement. Il avait peut-être 60 ans, avec la douceur aisée d'un homme qui avait fait fortune jeune et passé le reste de sa vie à vivre de ses intérêts. Son visage, à l'heure de la mort, n'était pas dur, simplement indistinct, l'expression de quelqu'un qui n'avait jamais eu à voir clairement ni les autres, ni lui-même. « Sa tasse de thé » dit doucement Miss Marple. « Sur le bureau. Il en reste encore un peu. Le gendarme n'y a pas encore touché. » Elle jeta un coup d'œil au bureau. De la porcelaine blanche, un beau service, peut-être Wedgwood ou une imitation fidèle. La tasse était à moitié pleine de thé froid, un dépôt brunâtre au fond indiquant qu'il était fort. À côté, une théière en argent dont le bec était taché de noir. Il prenait toujours son thé dans cette théière, dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Miss Marple se retourna. Le docteur Whitmore se tenait sur le seuil, et dans le couloir derrière lui, une jeune femme se devinait sous le souffle d'une jupe noire, le visage pâle. Leurs regards se croisèrent un instant, des yeux sombres, d'une expression calme et posée. Puis la femme se détourna. « Ma sœur, » dit le docteur Whitmore d'un ton neutre. « Clara. Elle loge temporairement chez moi. Elle était venue quand elle a appris qu'Edmund était malade. Il avait de la fièvre en début de semaine. Elle craignait que ce soit grave. Votre sœur était inquiète pour la santé de M. Hale. Nous étions tous inquiets. Edmund était... » Il s'interrompit et sa mâchoire se contracta un instant, comme pour réprimer une émotion intense. Nous étions tous très inquiets. Miss Marple le remarqua. Elle remarqua aussi les mains qui pendaient le long de son corps, des mains aux longs doigts, précises, celles d'un médecin ou d'un musicien. Elle constata que l'ongle de la main droite était rongé court, au bord irrégulier. Une manie nerveuse. Elle avait récemment observé cette même manie chez quelqu'un d'autre, mais elle n'arrivait pas à se souvenir exactement où. L'inspectrice Malo m'indique que vous avez prononcé le discours à 4h30, a-t-elle déclaré. Oui. Il était mort depuis 1 heure environ. Les symptômes? Un autre silence. Les symptômes étaient compatibles avec un empoisonnement à l'arsenic. Vomissements, crampes, haleine à l'ail. J'ai vu ça chez mon père, il y a des années. Il a survécu, mais de justesse. Je ne savais pas que votre père avait été empoisonné. Personne ne l'a fait. On n'en a jamais parlé.
La voix du docteur Whitmore s'était abaissée, et Miss Marple dut se pencher légèrement pour l'entendre. « Un accident », disait la famille. « Une erreur avec les produits chimiques dans son laboratoire. » Mais il n'y a jamais cru. Il a passé ces dernières années persuadé que quelqu'un avait voulu le tuer. « Et vous l'avez cru ?» La question restait en suspens. Le visage du docteur Whitmore changea d'expression. Perte? Colère? Peur? Avant de reprendre le masque impassible d'un professionnel parlant d'un sujet professionnel. Je ne sais plus ce que je croyais. Mon père était un homme difficile, méfiant. L'échec de son entreprise l'a profondément affecté. Il voyait des ennemis partout. L'affaire Whitmore, dit doucement Miss Marple. Oui, je me souviens. Le silence s'étira. Le docteur Whitmore la regarda d'un air indéchiffrable. Puis il se retourna et s'éloigna dans le couloir, ses pas réguliers résonnant sur le parquet ciré. Miss Marple se tenait seule dans le bureau, contemplant le cadavre, le thé froid et la glycine mourante qu'on apercevait par la fenêtre. Elle songea au père qui voyait des ennemis partout. Elle songea aux hommes difficiles et méfiants, incapables de se remettre de leurs échecs professionnels. Elle songea aux sœurs qui accouraient lorsqu'un proche était malade et qui se tenaient sur le seuil, le regard sombre et attentif. Elle repensa aussi à la façon dont la voix du docteur Whitmore avait changé lorsqu'il parlait de son père, à la texture particulière de la vieille douleur, de la vieille rage, de la vieille honte, et à l'ongle rongé qui correspondait, ou presque, à quelque chose qu'elle avait vu dans les mains de Clara Whitmore lorsqu'elle l'avait aperçue dans l'embrasure de la porte. La glycine se mourait. C'est ce que pensa Miss Marple en examinant la tasse de thé. Quelque chose à la racine, la rongeant lentement, invisiblement, depuis des années. La question était de savoir quoi. Les 3 jours suivants interrompirent le déroulement habituel de l'enquête villageoise. L'audience fut ouverte puis ajournée. L'inspecteur Mallow interrogea toutes les personnes présentes à Thornhallow le vendredi saint, et par extension, toutes celles qui s'y étaient rendues le mois précédent, car il recherchait un mobile. Et les mobiles dans un village étaient rarement simples. Edmund Hale avait été un homme riche. C'était le premier point sur lequel tout le monde s'accordait, et cela influença tout le reste. Il avait acheté Meadowcroft en 1921, à une époque propice, comme le disait Madame Harding, et y vivait seul depuis la mort de sa femme en 1938. Il n'avait pas d'enfants. Il avait des neveux et nièces dispersés à travers l'Angleterre. 2 d'entre eux étaient arrivés aussitôt après avoir appris son décès et logeaient désormais dans les 2 bons hôtels du village. Mais aucun ne l'avait vu depuis des années. C'était un homme difficile, dit Madame Pemberton, lors de l'entretien que Mallow lui mena dans sa petite maison à la périphérie du village. Sa voix était posée, mais Miss Marple, qui l'observait depuis le coin de la pièce où on l'avait invitée à s'asseoir, remarqua combien elle avait soigneusement croisé les mains sur ses genoux. Non pas méchant, vous comprenez? Juste solitaire. Il avait fait fortune jeune, et l'argent l'avait rendu sûr de lui. Il était persuadé d'avoir toujours raison. Avait-il des ennemis? Tout le monde a des ennemis, inspectrice. Des gens qu'on déçoit, d'autres qu'on déçoit en n'étant pas assez décevants. Mais des ennemis? Elle réfléchit un instant, lissant sa jupe noire d'un geste nerveux. Pas à ma connaissance. Il restait plutôt seul. Il lisait, se promenait dans le jardin. Il contemplait cette glycine jusqu'à ce qu'on croie que c'était son enfant. Que savez-vous de la glycine? Madame Pemberton cligna des yeux. Il est en train de mourir. Ça fait 3 ans, peut-être plus. Monsieur Hale l'a fait inspecter par un spécialiste londonien. Très cher, très minutieux. Rien à signaler concernant le sol, rien à signaler concernant le drainage.
Le spécialiste a dit qu'il s'agissait d'une sorte de maladie, mais il n'a pas pu identifier laquelle. Et il n'a jamais trouvé de remède. Il a tout essayé. Traitement à l'arsenic, sulfate de cuivre, je ne sais plus quoi. Rien n'a fonctionné. Il était... Elle hésita, et Miss Marple sentit une légère rougeur lui monter au cou. Il était très attaché à cette glycine. Il l'avait plantée lui-même lorsqu'il avait acheté la maison. C'était la seule chose au monde dont il était vraiment fier, je crois. La seule chose que personne ne pouvait lui reprocher. Miss Marple prit note mentalement. Les traitements à l'arsenic, la glycine, la fierté d'Edmund Hale, qui se mourait lentement d'une maladie invisible et incurable. « Et le thé ?» dit Mallow. « Vous lui avez apporté le thé à 4h30. C'était votre heure habituelle ?»« Toujours à 4h. 40 ans presque, depuis que Madame Hale était encore en vie. Je préparais le thé dans la cuisine, je l'apportais sur un plateau et je le déposais sur son bureau. Il n'aimait pas être dérangé pendant sa lecture. Alors je ne restais jamais. Et vendredi ? Y a-t-il eu quelque chose de différent ? Seulement, il ne l'a pas bu. La tasse était encore pleine quand je l'ai trouvée. Elle marqua une pause, serrant les poings. J'étais malade ce matin-là. J'avais des vertiges. Le médecin a dit que c'était mon cœur. J'ai failli ne pas venir travailler du tout. Si je n'avais pas... Elle s'interrompit. Si je n'avais pas été là, je ne sais pas quand on l'aurait trouvé. Le docteur Whitmore. C'est lui qui l'avait examiné. Miss Marple a classé cette information. Avez-vous remarqué quelque chose dans le bureau ? Quelque chose de dérangé, de manquant, d'inhabituel ? Non. Tout était comme d'habitude. Le thé sur le bureau, son livre sur la chaise, le feu froid. Le feu était-il toujours froid à 4h ? Ne l'avait-il pas allumé ? Madame Pemberton hésita de nouveau. Une hésitation plus longue cette fois. Et Miss Marple observa son visage avec l'attention qu'elle portait à tout. C'était en avril, finit par dire Madame Pemberton. Il faisait chaud. Il a peut-être laissé le virus s'échapper. Je ne sais pas. Avez-vous éteint le feu ? Je ne me souviens pas. Sa voix avait changé. Pas vraiment effrayée, mais prudente comme jamais auparavant. Je suis dans cette maison depuis si longtemps. J'ai vu cette cheminée des milliers de fois. Difficile de savoir ce que j'ai vu ou non. Mallow la remercia. Miss Marple se leva et le suivit jusqu'à la porte. Mais en partant, elle se retourna et regarda Madame Pemberton. Son visage pâle et ridé, la précaution avec laquelle elle se tenait, ses mains toujours serrées l'une contre l'autre sur ses genoux. « La théière », dit doucement Miss Marple. « Celle en argent sur le bureau. » Est-ce que M. Hale utilisait toujours la même théière ? Oui. Sans hésitation cette fois. Toujours pareil. Il l'avait depuis des années. C'était un cadeau, je crois. Et où est-il maintenant ? Il est toujours sur le bureau, j'imagine. Je ne suis pas retourné à la maison depuis... Elle s'interrompit et quelque chose changea sur son visage. Depuis que je l'ai trouvé. Miss Marple la remercia de nouveau et sortit dans la douce soirée d'avril. Le village reprenait peu à peu son rythme habituel. La lumière s'allumait aux fenêtres du boucher, les enfants rentraient en courant pour le goûter, les cloches de l'église commençaient leur répétition du soir. Tout était parfaitement normal. Et pourtant, les suspects se sont classés, comme toujours, en 3 catégories. Ceux qui avaient les moyens, ceux qui avaient un mobile et ceux qui avaient l'opportunité, ou une combinaison des 3. Les neveux et nièces furent les premiers suspects. George Hale, l'aîné, était avocat à Birmingham et avait été renié par Edmund en 1947 pour des raisons obscures. William Hale, le cadet,
était un charmant débauché qui avait emprunté de l'argent à son oncle à maintes reprises sans jamais le rembourser. Aucun des deux n'était à Thornhallow le vendredi saint. Mais tous deux avaient un mobile évident et ne manifestèrent aucune profonde tristesse à l'annonce du crime. S'ils y avaient pensé, ils l'auraient empoisonné eux-mêmes, dit Madame Harding à Miss Marple par-dessus la haie le lendemain matin. George est amer comme le fiel, et William... Elle renifla. William vendrait sa grand-mère pour un costume neuf. Quant à savoir pourquoi Edmund leur a légué quoi que ce soit dans son testament, je n'en sais rien. Il savait très bien ce qu'ils étaient. Leur a-t-il laissé quelque chose? Il paraît qu'il leur a laissé une misère. Quelques milliers chacun, rien comparé à ce qu'ils espéraient. Le reste est allé à des œuvres caritatives. Ils étaient furieux en l'apprenant. Assez furieux pour le tuer? Le seriez-vous? Après 40 ans à attendre la mort de votre riche oncle? Madame Harding secoua la tête. Pas assez furieuse pour commettre un meurtre, je ne pense pas. Mais qui sait de quoi les gens sont capables quand leurs espoirs sont anéantis? Vinrent ensuite les suspects du village. Il y avait M. Ashworth, qui avait vendu des terres à Edmund 20 ans auparavant, et était depuis lors en conflit juridique avec lui. Il y avait Madame Finch, dont la fille avait été refusée par Edmund comme secrétaire. Il y avait la vieille Madame Cavendish, qui avait été victime de chantage de la part d'Edmund. Tout le village était au courant, même si personne n'en connaissait les détails. Avant de mourir dans des circonstances suspectes 4 ans plus tôt. Edmund Hale était un homme qui se faisait facilement des ennemis et qui était rancunier. Il n'était certainement pas un meurtrier, mais il était sans conteste un homme qui avait rendu la vie difficile à beaucoup de gens. La question était de savoir lequel d'entre eux, le cas échéant, avait finalement décidé de le tuer. Après les funérailles, Miss Marple passa ses journées à arpenter le village, s'entretenant avec tous ceux qui voulaient en bien lui parler. Elle s'assit avec Madame Harding et écouta des théories allant du plausible à l'absurde. Elle rendit visite aux neveux et nièces à leur hôtel et observa leurs interactions. Une politesse froide, mêlée à l'amertume particulière de ceux qui s'attendaient à hériter et se retrouvaient spoliés. Elle alla voir le docteur Whitmore, qu'elle trouva occupé, mais courtois. Elle remarqua que sa sœur Clara était souvent présente, toujours silencieuse, toujours attentive. Elle se rendit 2 fois à Meadowcroft. Une fois avec la permission de Mallow, une fois sans. La première fois, elle examina le bureau, la tasse de thé, le pot en argent que Madame Pemberton disait toujours utiliser. La seconde fois, elle se promena dans le jardin, observant la glycine, et elle repensa au traitement à l'arsenic que le spécialiste lui avait recommandé, et à la façon dont le poison pouvait se dissimuler dans les choses les plus anodines. Et elle pensa aux mains de Clara Whitmore. Elle n'avait aperçu ses mains qu'une seule fois, dans l'embrasure de la porte du bureau, mais elle s'en souvenait maintenant parfaitement. Des doigts longs et précis. L'ongle du pouce de la main droite rongé court, aux bords irréguliers. Une manie nerveuse, la même qu'elle avait observée chez son frère. Dr Whitmore. Clara Whitmore. Frère et sœur, tous deux avec cette même manie nerveuse, tous deux avec cette même maîtrise de soi. Elle y avait pensé à l'époque, mais elle avait cru à une coïncidence. 2 membres d'une même famille avec la même manie nerveuse, ce qui n'était pas inhabituel. Surtout dans les familles où l'un était médecin et l'autre partageait sans doute ses angoisses. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier précisément. Miss Marple rentra chez elle à pied dans la lumière du soir, passant devant l'église, la poste et la rangée de jolies maisons qui formaient le cœur de Thornhallow. Elle dépassa le monument aux morts et sa liste de noms.
et elle songea à toutes les choses que les gens s'infligeaient les uns aux autres. Les petites cruautés, les grandes trahisons, les vengeances silencieuses qui couvaient pendant des années avant que quiconque ne songe à les relier à leurs terribles conséquences finales. Et elle pensa à Edmund Hale, qui avait bâti sa fortune sur quelque chose, qui en était mort 30 ans plus tard, et qui ne serait jamais pleuré par quiconque l'avait vraiment connu. Madame Pemberton s'est effondrée le 5e jour après les funérailles. Elle avait été malade, Miss Marple le savait. Les vertiges, les problèmes cardiaques, les visites du docteur Whitmore. On lui avait conseillé de se reposer, de prendre son fortifiant, d'éviter toute agitation. Elle n'avait rien fait de tout cela. Elle avait suivi l'enquête, les interrogatoires, les interminables spéculations du village sur l'identité du meurtrier d'Edmund Hale et ses motivations. C'est Clara Whitmore qui l'a trouvée, allongée sur le sol de la cuisine, une tasse de thé froid à côté d'elle et une haleine qui sentait terriblement l'amande. On appela le médecin, bien sûr. Le docteur Whitmore en personne, qui rendait visite quotidiennement à Madame Pemberton depuis son malaise le vendredi saint. Il constata son décès moins d'1 heure plus tard et annonça à Mallow, le visage impassible, qu'elle était morte d'une insuffisance cardiaque. La même affection qui la tourmentait depuis des semaines. Mais Miss Marple, debout sur le seuil de la petite cuisine, tandis que les agents s'activaient autour d'elle, regarda le visage de la défunte. La tasse de thé froide à côté d'elle et la légère odeur qu'elle avait appris au fil d'années d'observation attentive, à associer à une seule chose. Cyanure. Et elle pensa à Madame Pemberton, qui avait trouvé Edmund Hale mort le vendredi saint. Elle était seule dans la maison. Elle était malade ce matin-là, trop malade pour venir travailler. Elle aurait pu, si elle l'avait voulu, empoisonner le thé de son employeur et rentrer discrètement chez elle, pour être retrouvée morte avant même d'avoir pu être interrogée. L'idée était là, pleinement formée, en attente. Miss Marple y repensait sans cesse en rentrant chez elle au crépuscule. Madame Pemberton était présente lors du décès d'Edmund. C'est elle qui avait apporté le thé. Madame Pemberton avait été malade, distraite, insouciante. Une femme dont l'esprit n'était pas concentré sur son travail, dont les mains tremblaient, dont le cœur semblait faiblir depuis des semaines. Ce serait facile, n'est-ce pas, qu'une gouvernante avec 40 ans d'expérience sache exactement où se trouve l'arsenic, quelle quantité est nécessaire et comment l'administrer discrètement. Elle aurait accès à la théière, à la tasse, au plateau. Elle connaîtrait ses habitudes, son emploi du temps et son goût pour le thé fort sans sucre. Et elle avait bien une raison, non? Tout le monde savait qu'Edmund Hale était un homme difficile. Tout le monde savait qu'il pouvait être cruel dans son indifférence, froid dans ses renvois. Qui savait quels ressentiments s'étaient accumulés pendant 40 ans de service? Qui savait quelles insultes elle avait encaissées, quelles humiliations elle avait subies, quelle injustice elle avait finalement décidé de dénoncer? Madame Pemberton était morte. Impossible de l'interroger, de la confronter, de prouver sa culpabilité ou son innocence. Pourtant, les preuves, les indices circonstanciels, le schéma d'accès, d'opportunité et de mobile la désignaient avec une clarté presque irréfutable. Miss Marple s'arrêta sur le portail de son jardin, levant les yeux vers le ciel du soir où les premières étoiles commençaient à apparaître. Elle repensa à l'affaire qui s'était déroulée. Elle repensa aux preuves contre Madame Pemberton. Elle repensa à l'arsenic contenu dans le traitement de la glycine, à la théière en argent et à la gouvernante qui avait travaillé dans cette maison pendant 40 ans. Et elle réfléchissait, avec la précision méticuleuse qui était à la fois son don et sa malédiction, à la façon dont les pièces s'emboîtaient, et à la façon dont elles ne s'emboîtaient pas tout à fait, et à ce qui pouvait manquer.
La lettre, pensa-t-elle. Il y avait toujours une lettre. Eleanor Marsh avait été la secrétaire d'Edmund Hale pendant 23 ans. Elle avait quitté son emploi en 1952, après une dispute dont personne au village ne comprenait vraiment les raisons. Et vivait depuis lors paisiblement dans un cottage à la lisière de Tornalo. Âgée de 62 ans, elle avait la langue bien pendue et n'était guère appréciée des autres villageois, qui la jugeaient froide, orgueilleuse et trop intelligente. Miss Marple lui rendit visite le 7e jour après la mort d'Edmund. Le cottage était petit et soigné, avec des rideaux de dentelle et un chat endormi sur le seuil. Madame Marsh ouvrit elle-même la porte et regarda Miss Marple avec l'air de quelqu'un qui attendait cette visite depuis longtemps. « Vous êtes ici à propos d'Edmund, » dit-elle. Ce n'était pas une question. « Si cela ne te dérange pas. » Madame Marsh s'écarta pour la laisser entrer. Le cottage était chaleureux et bien rangé. L'air embaumait le thé et un autre parfum, peut-être de la lavande. Madame Marsh s'assit sur une chaise près de la fenêtre et croisa les mains sur ses genoux avec la précision attentive de quelqu'un qui avait appris à maîtriser chacun de ses mouvements. « Je ne l'ai pas tué, » dit-elle avant même que Miss Marple ait pu poser la question. « Quoi que vous puissiez penser. Je n'ai encore rien réfléchi. Je suis simplement là pour parler de ce qui s'est passé. Edmund Hale a été empoisonné et personne ne sait par qui. Tout le monde cherche un coupable. » Elle sourit, mais son sourire était froid. « Vous pouvez m'ajouter à la liste si vous voulez. Je suis une suspecte comme les autres. Edmund et moi, on ne s'est pas quittés en bons termes. Pouvez-vous m'en parler? De la séparation ?» Madame Marsh resta silencieuse un long moment. Le chat sur le seuil s'était réveillé et les observait de ses yeux jaunes. L'horloge sur la cheminée tic-taquait lentement, régulièrement. « J'ai travaillé pour Edmund pendant 23 ans, » dit-elle finalement. « J'étais très compétente. Je gérais sa correspondance, sa comptabilité, ses affaires. J'en savais plus sur ses finances que lui-même. Et puis, en 1952, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû découvrir. Son canantari. Qu'avez-vous découvert? La preuve de ce qu'il avait fait. Il y a des années, quand il a commencé à faire fortune, une escroquerie, un vol. » Elle s'interrompit, les mains crispées. Il avait ruiné une famille pour démarrer. Une famille respectable, avec une entreprise, une réputation, un avenir. Il les avait dépouillés de tout. Leurs économies, leur réputation, leur santé, leurs raisons. Et puis, il avait bâti sa fortune sur le chaos de leur vie et avait continué comme si de rien n'était. Miss Marple resta parfaitement immobile. Quelle famille? Les Whitmore. La voix de Madame Marsh était neutre, maîtrisée. Le père du docteur Whitmore. L'entreprise qui a fait faillite. Le père qui a passé ses dernières années persuadé que quelqu'un avait voulu le tuer. Elle sourit, mais cette fois, son sourire était amer. Quelqu'un l'avait fait, Edmund. Il n'avait simplement jamais été arrêté. Et vous avez découvert cette preuve? J'ai trouvé une lettre, une vieille lettre, cachée dans ses papiers. Elle venait de l'avocat de la famille Whitmore et avertissait Edmund qu'une action en justice était envisagée. Elle avait dû être enterrée après que les Whitmore aient renoncé. Le père était décédé. L'entreprise avait fermé. La famille s'était dispersée. Mais Edmund l'avait conservé. Il gardait tout. Il était trop méticuleux pour détruire les preuves de ses propres crimes, même celles qui dataient de 30 ans et n'étaient plus pertinentes. Où est cette lettre maintenant? Je ne sais pas. Madame Marsh croisa le regard de Miss Marple. Je l'ai remis à sa place. J'avais peur. J'étais seul, sans défense, et Edmund était puissant.
Je savais de quoi il était capable. Je l'ai remis à sa place. J'ai quitté son service la semaine suivante et je n'en ai jamais parlé à personne. Elle marqua une pause. Jusqu'à maintenant. Miss Marple réfléchit longuement. Les Whitmore. Le docteur Whitmore et sa sœur Clara. Le père, empoisonné, ou presque, 30 ans auparavant. L'entreprise qui avait fait faillite. La famille qui ne s'en était jamais remise. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que quelqu'un devrait savoir. Parce qu'Edmund est mort. Et je ne peux supporter l'idée qu'on le pleure comme un homme respectable mort subitement. C'était un voleur, un escroc, un destructeur de vie. Et personne ne devrait jamais l'oublier. Sa voix tremblait à présent, et Miss Marple remarqua que ses mains tremblaient légèrement. De petits tremblements qu'elle s'efforçait de maîtriser. Et parce que je pense que quelqu'un d'autre sait. Quelqu'un l'a toujours su, je le soupçonne. La question est de savoir ce qu'il a fait. Les Whitmore? Sont-ils au courant de la lettre? Je ne sais pas. Je ne leur ai jamais parlé. Mais le docteur Whitmore était aux funérailles, ainsi que sa sœur, et j'ai observé leur visage. Elle s'interrompit, le regard perdu dans le vague, comme si elle fixait un point lointain. Ils regardèrent la tombe, comme s'ils contemplaient une tombe qui attendait depuis longtemps d'être comblée. Miss Marple la remercia et partit. La nuit était tombée, les étoiles brillaient au-dessus du village paisible. Elle rentra lentement chez elle, songeant à ce qu'elle avait appris. Les Whitmore, l'escroquerie. La lettre qu'Eleanor Marsh avait trouvée et remise dans les papiers d'Edmund Hale, et qui s'y trouvait peut-être encore, 30 ans après le crime qu'elle prouvait. Et elle repensa au visage du docteur Whitmore dans le couloir de Meadowcroft, au regard attentif de Clara Whitmore, et à la façon dont toutes deux avaient regardé le mort, comme si elle voyait quelque chose que seule elle pouvait voir. La question, pensa Miss Marple, était de savoir ce qu'ils avaient vu, et ce qu'ils avaient fait ensuite. La lettre se trouvait dans le bureau. Miss Marple était retournée à Meadowcroft le 10e jour après la mort d'Edmund, cette fois avec l'accord de Mallow. La maison était désormais vide. Les neveux et nièces avaient repris le cours de leur vie. Les agents avaient terminé leur travail, et seuls les rideaux tirés et le jardin qui commençait lentement à se couvrir de graines témoignaient encore de la tragédie récente. La théière en argent était toujours sur le bureau, non lavée, recouverte d'une fine pellicule de poussière. Miss Marple la contempla un instant. Puis son regard se porta sur les étagères qui longeaient le mur est. Eleanor Marsh avait trouvé la lettre dissimulée parmi les papiers d'Edmund. Mais où exactement? Dans quel tiroir? Quel dossier? Quelle pile de correspondances accumulées pendant 30 ans? Elle chercha méthodiquement. Le bureau regorgeait des vestiges accumulés par un homme méticuleux. Reçus, factures, invitations, lettres personnelles, documents commerciaux, relevés bancaires, remontant à plusieurs décennies. Il lui faudrait des semaines pour tout trier correctement. Mais Miss Marple avait une autre approche. Elle cherchait ce qui manquait, ce qui avait été enlevé, l'absence là où quelque chose aurait dû être. Elle l'a trouvé dans le 3e tiroir du bureau, un espace vide entre les dossiers, entre projet de loi 1951 et projet de loi 1953, il y avait un emplacement vide. Le dossier avait été retiré récemment. Le bois était légèrement plus clair à cet endroit, moins poussiéreux que les surfaces environnantes. « Inspectrice Mallow, dit-elle doucement, venez ici. » Il est arrivé et elle lui a montré l'espace. Il l'a contemplé longuement, l'air pensif. « Quelqu'un a déjà fouillé ses papiers, a-t-il dit. Quelqu'un qui savait ce qu'il cherchait. Vous pensez que la lettre était ici?
Je crois que oui. Et je crois que c'est fini maintenant. Mais qui le saurait? Qui saurait où chercher? Miss Marple y réfléchit. Eleanor Marsh avait remis la lettre à sa place et n'en avait jamais parlé à personne. Edmund Hale l'avait sans doute conservée cachée parmi ses dossiers, oubliée ou délibérément ignorée, preuve de son crime qu'il avait pris soin de détruire. Mais quelqu'un d'autre était au courant. Une personne venue à Meadowcroft dans les jours qui suivirent la mort d'Edmund, qui avait fouillé le bureau, trouvé la lettre et l'avait emportée. Le docteur Whitmore était présent le jour du décès d'Edmund. Il avait examiné le corps, constaté la mort, puis était resté dans la maison pendant l'arrivée des gendarmes et le rassemblement du village. Avait-il alors fouillé le bureau, tandis que tous les autres étaient concentrés sur le corps inanimé dans le couloir? Et Clara Whitmore, elle aussi était là, debout dans l'embrasure de la porte, à observer, à attendre. Qu'avait-elle regardé? À quoi avait-elle pensé? Miss Marple s'approcha de la fenêtre et contempla la glycine mourante. La fin d'après-midi approchait. La lumière déclinait, et les fleurs violettes, désormais grises dans la pénombre, lui apparurent. Elle songea au traitement à l'arsenic et au poison de jardin, et à la façon dont quelque chose pouvait tuer lentement, invisiblement, pendant des années. Et elle repensa à la question qui se formait dans son esprit depuis des jours. La question qu'elle n'avait pas encore posée à voix haute. Si Madame Pemberton avait empoisonné Edmund Hale, pourquoi quelqu'un d'autre aurait-il retiré la lettre de son dossier? Quel lien pouvait-il y avoir entre le crime d'une gouvernante et une fraude vieille de 30 ans, à moins que la femme de ménage ne l'ait pas fait? La fausse théorie a complètement convaincu Miss Marple. Elle a mené l'enquête avec soin et méthode, assemblant des éléments circonstanciels mais cohérents. Madame Pemberton avait travaillé chez Edmund Hale pendant 40 ans. Elle avait accès à la théière, aux tasses, au plateau. Elle connaissait ses habitudes, son emploi du temps, son goût pour le thé fort. Elle avait été malade le jour du meurtre, distraite, chancelante, pas tout à fait elle-même. Et elle avait bien un mobile, non? Tout le monde savait qu'Edmund Hale était un homme difficile. Un homme qui pouvait être froid, méprisant, cruel dans son indifférence. Qui savait quels ressentiments s'étaient accumulés pendant 40 ans de service? Qui savait quelles insultes elle avait encaissées, quelles humiliations elle avait subies? Mais il y avait des lacunes, Miss Marple le savait. Des lacunes dans la théorie qu'elle ne pouvait pas tout à fait combler. L'arsenic, par exemple. Où Madame Pemberton s'était-elle procuré l'arsenic qui avait tué Edmund? Les traitements à base de glycine. Elle en avait parlé, certes, mais l'arsenic utilisé au jardin était une préparation spécifique, et non l'arsenic pur capable de tuer un homme. De plus, ces traitements avaient été prescrits par le spécialiste londonien. Madame Pemberton n'y avait pas accès. Et la logistique? Comment avait-elle fait, exactement? Elle avait préparé le thé dans la cuisine et l'avait apporté sur le plateau. Mais la théière était sur le bureau quand les agents sont arrivés. Si Madame Pemberton avait empoisonné le thé, elle aurait dû ajouter l'arsenic dans la théière sans être vue, sans laisser de traces, sans éveiller les soupçons. Une femme au cœur défaillant, une femme qui avait failli ne pas venir travailler ce matin-là, une femme qui avait des vertiges et qui était chancelante. Aurait-elle pu faire ça? Puis, il y eut sa mort. Madame Pemberton s'était effondrée 5 jours après Edmund. La laine chargée de cyanure, une tasse de thé froid à côté d'elle. Si elle avait été la meurtrière, pourquoi l'aurait-on tuée? Qui aurait voulu la faire taire? Et pourquoi? Miss Marple se posait ces questions sans cesse, mais elle ne trouvait aucune réponse satisfaisante. La théorie lui paraissait toujours plausible. Logiquement, émotionnellement, narrativement. Une femme qui avait subi une injustice pendant 40 ans,
finissant par craquer, par se venger. C'était le genre de crime qui se produisait dans les villages. Le genre de mobile que Miss Marple avait déjà rencontré au cours de ses années d'observation attentive. Le 12e jour, elle exposa sa théorie à Mallow. Elle présenta les preuves, l'accès, l'opportunité, le mobile, et expliqua comment tout cela s'articulait. Mallow écouta attentivement, posa des questions et prit des notes. « C'est solide », a-t-il finalement déclaré. « Ce n'est pas une preuve, mais c'est solide. La question est de savoir si nous pouvons trouver davantage de preuves matérielles, quelque chose qui la relie directement à l'arsenic. » Elle prenait un fortifiant pour son cœur. Le docteur Whitmore lui rendait visite quotidiennement après la mort d'Edmund. S'il l'avait examinée, il aurait su quel médicament elle prenait. Vous pensez qu'il aurait pu intervertir quelque chose? Lui donner du cyanure? Je crois que c'est possible. Miss Marple marqua une pause et repensa au visage du docteur Whitmore dans le couloir de Meadowcroft et à la façon dont sa voix avait changé lorsqu'il avait parlé de son père. Un médecin aurait les moyens. Un médecin aurait accès au cyanure. Mais quel était son mobile? Pourquoi le docteur Whitmore aurait-il voulu tuer Madame Pemberton? Pour la protéger, peut-être. Si elle était la meurtrière, et s'il le savait... Miss Marple s'interrompit, car quelque chose avait changé dans son esprit. Une pièce du puzzle s'était légèrement déplacée, et elle ne parvenait pas à comprendre comment cela s'emboîtait. Pour protéger quelqu'un d'autre, ou pour éliminer un témoin gênant. Mallow la regarda. « Tu n'en es pas certaine. »« Non. Mais je pense que la théorie est valable. » Il hocha lentement la tête. « Alors nous poursuivons l'enquête. Si nous trouvons l'arsenic, si nous pouvons prouver où elle l'a obtenu. » « Oui, » acquiesça Miss Marple. Mais elle éprouvait une étrange incertitude, l'impression qu'il lui manquait quelque chose d'important. Elle repensa à l'espace vide dans le classeur, au dossier manquant, à la lettre que quelqu'un avait cherchée, trouvée, puis emportée. Elle repensa au regard attentif de Clara Whitmore et à la façon dont ses mains avaient tremblé, ou du moins, c'est ce qu'elle avait cru, lorsqu'elle s'était tenue sur le seuil du bureau. Elle pensa à la glycine, toujours mourante sur le mur est de Meadowcroft, et à l'arsenic qui était censé la sauver, et elle commença, lentement, à douter. La lettre parvint à Miss Marple 3 jours plus tard, un mardi matin. Elle fut livrée en main propre. Une épaisse enveloppe couleur crème, sans adresse de retour. Miss Marple l'ouvrit dans son salon, baignée par le soleil matinal qui inondait la pièce et bercée par le chant des oiseaux du jardin. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, pliée en 2, sans destinataire. L'écriture était ancienne, précise, et sans aucun doute celle d'Eleanor Marsh. « Mademoiselle Marple, vous m'avez demandé une fois ce que j'avais fait de la preuve que j'avais trouvée. Je vous ai dit que je l'avais remise à sa place. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. J'en ai conservé une copie. Je l'ai gardée pendant 30 ans, attendant le moment où elle pourrait me servir. Je ne savais pas alors ce que je sais maintenant, que la vérité finit toujours par éclater, et que ceux qui l'enfouissent le plus profondément sont souvent ceux qui souffrent le plus lorsqu'elle refait surface. Edmund Hale était un voleur et un meurtrier. Il a ruiné la famille Whitmore pour bâtir sa fortune, et il l'a fait avec une telle discrétion, une telle minutie, que personne ne s'en est jamais aperçu. Mais quelqu'un savait. Quelqu'un l'a toujours su, et ce secret a couvé pendant 30 ans dans le cœur de ceux qui sont restés. Je ne sais pas qui a tué Edmund Hale, mais je sais pourquoi. Je connais la raison qui est restée cachée si longtemps, et je sais que lorsque vous la découvrirez, vous comprendrez pourquoi je n'ai pu en parler auparavant. Regardez la glycine, Miss Marple. Regardez ce qui la tue lentement, année après année. Et regardez ensuite
ce qui a tué Edmund Hale? La réponse est la même. Toujours la même. Cordialement votre Eleanor Marsh PS. Ne vous fiez pas au diagnostic du médecin. La maladie était présente depuis toujours, bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Miss Marple lut la lettre 2 fois, puis elle la posa sur la table et regarda par la fenêtre son jardin. Les roses qui commençaient à peine à bourgeonner. Les rangées bien ordonnées de légumes. Le monde tranquille et ordinaire qui recelait tant de choses. Regardez la glycine. Regardez ce qui la tue lentement. L'arsenic. Le traitement pour la glycine dépérissante. Le poison qu'on avait appliqué, encore et encore, pendant 3 ans, sans effet, et pourtant la glycine continuait de mourir. À moins que l'arsenic n'ait pas été destiné à soigner la glycine. À moins qu'il n'ait eu une toute autre utilité. Miss Marple se leva de son fauteuil et se dirigea vers la fenêtre. Elle pensa à Clara Whitmore, venue à Thornhallow lorsqu'Edmund était malade. Qui lui avait envoyé un colis? Un cadeau, peut-être? Un remède pour la glycine mourante? Qui savait exactement ce qu'il contenait et comment il serait utilisé? Et elle repensa au docteur Whitmore, qui avait examiné le corps, qui avait constaté la cause du décès, qui avait fait preuve d'une telle minutie, d'une telle précision, d'un tel sang-froid face au meurtre d'Edmund Hale, qui avait contemplé le mort comme s'il s'agissait d'une tombe qui attendait depuis longtemps d'être comblée. La lettre. Quelqu'un l'avait subtilisée dans les dossiers d'Edmund. Quelqu'un avait fouillé le bureau pendant que tous les autres étaient concentrés sur le corps. Quelqu'un savait exactement où chercher et quoi trouver. Dr. Whitmore, ou Clara, ou les deux. Miss Marple ferma les yeux et réfléchit aux preuves, telles qu'elle les comprenait désormais. L'arsenic dans le colis, soi-disant pour la glycine, mais en réalité pour autre chose. La lettre prouvant la fraude d'Edmund, dissimulée parmi ses dossiers. La gouvernante assassinée avant d'avoir pu être interrogée. Le frère et la sœur, avec leur même tic nerveux, leur même sang-froid, le même regard dans les yeux lorsqu'ils ont vu Edmund mourir. La fausse théorie s'effondrait. Elle la sentait se dissoudre, laissant place à autre chose, quelque chose qui avait toujours été là, visible dès le début, si seulement elle avait regardé au bon endroit. Elle repensa à Clara Whitmore, plantée dans l'embrasure de la porte du bureau, observant, attendant. Elle repensa à ses mains jointes, à son pouce droit mordu, à son regard croisé un bref instant avec celui de Miss Marple avant qu'elle ne détourne les yeux. Clara Whitmore était la sœur du docteur Whitmore. Elle partageait une famille, une histoire, un deuil, et aussi les mêmes habitudes, les mêmes instincts, cette même façon de rester parfaitement immobile face à l'horreur. Et Miss Marple repensa à ce qu'Eleanor Marsh avait écrit. Regardez la glycine. Regardez ce qui la tue lentement. L'arsenic n'était pas destiné à la glycine. Il ne l'avait jamais été. La glycine se mourait d'autre chose, d'un mal plus profond, invisible, qui la rongeait lentement depuis des années. L'arsenic était pour Edmund Hale. Le colis lui avait été adressé, à l'attention du docteur Whitmore, et contenait un traitement pour la glycine mourante, un traitement qui, dissimulé parmi ses ingrédients ordinaires, contenait une dose d'arsenic suffisante pour tuer un homme. C'était Clara Whitmore qui l'avait envoyé. Clara Whitmore savait ce que contenait le colis. Clara Whitmore était à Thornhallow quand Edmund était malade. Elle était dans le bureau quand il est mort. Et elle avait observé de ses yeux sombres et attentifs le corps de son frère emporté sur une civière. Et Madame Pemberton avait été la gouvernante pendant 40 ans. C'est elle qui avait apporté le thé, qui avait vu le colis, qui savait où les choses étaient rangées. Si elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir,
si elle avait su pour l'arsenic, si elle avait fait le lien avec la mort d'Edmund. Miss Marple ouvrit les yeux et regarda de nouveau la lettre. Ne vous fiez pas au diagnostic du médecin. Le docteur Whitmore avait conclu à une mort par insuffisance cardiaque chez Madame Pemberton. Il lui rendait visite quotidiennement, s'assurant de son état de santé et surveillant son évolution. Il connaissait la dose exacte de médicaments qu'elle prenait et savait également comment lui en administrer davantage sans éveiller les soupçons. Une odeur de cyanure imprégnait son haleine. Une tasse de thé froid reposait à côté d'elle. Et un médecin qui l'avait examinée chaque jour pendant une semaine, qui en avait les moyens, l'occasion et, Miss Marple en était désormais certaine, le mobile. Parce que Madame Pemberton avait vu quelque chose. Madame Pemberton avait trouvé Edmund Hale mort et avait su, au fond d'elle, que quelque chose n'allait pas. Elle était malade ce matin-là, trop malade pour venir travailler, avait-elle dit. Mais elle était venue quand même. Elle avait apporté le thé, l'avait laissé sur le bureau et l'avait trouvé mort 1 heure plus tard. Et elle n'avait rien dit. Elle avait raconté à la police ce qu'elle savait, le thé, le plateau, les habitudes. Mais elle n'avait pas mentionné le colis. Elle n'avait pas mentionné la visite de Clara Whitmore. Elle n'avait mentionné aucun des éléments qui auraient pu révéler la vérité. Ou peut-être les avait-elle mentionnés. Et ils avaient été ignorés. Peut-être avait-elle essayé de parler, et quelqu'un l'avait fait taire avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. Miss Marple plia la lettre et la remit dans l'enveloppe. Elle réfléchit à l'affaire telle qu'elle était désormais. Non résolue, non terminée, mais transformée. La fausse théorie s'était effondrée, et à sa place se trouvait autre chose. Quelque chose qui avait toujours été là, attendant d'être révélé. Elle repensa à la glycine. Elle repensa à l'arsenic. Elle repensa aux mains de Clara Whitmore, à la voix du docteur Whitmore, et à l'expression de leurs yeux lorsqu'ils virent Edmund Hale mourir. Et elle réfléchit, avec cette certitude lente et précise qui était à la fois son don et sa malédiction, à ce qu'elle allait faire ensuite. Le piège était tendu pour le samedi suivant. Miss Marple avait demandé à Mallow d'organiser une rencontre à Meadowcroft. Un entretien final, disait-elle. L'occasion de régler les derniers détails. Elle lui avait demandé d'inviter le docteur Whitmore et sa sœur et de ne rien leur révéler de ses intentions. C'était important, avait-elle insisté. Le succès de l'entretien reposait sur l'effet de surprise. Mallow avait accepté, non sans hésitation. Il avait cru à sa théorie erronée concernant Madame Pemberton. L'avait étudiée en profondeur, sans rien trouver pour la confirmer. Il était désormais incertain de tout. Et Miss Marple voyait bien qu'il attendait d'elle une réponse. Elle avait l'intention de lui en donner une. La réunion se tenait dans le bureau où Edmund Hale était décédé. La pièce avait été nettoyée, la moquette frottée, les meubles réaménagés. Mais une atmosphère étrange persistait, comme une pièce imprégnée de quelque chose que le nettoyage ne pouvait effacer. Miss Marple arriva la première. Elle s'assit sur la chaise près de la fenêtre et regarda la glycine, qui continuait de se mourir, de s'étirer, de s'accrocher au mur avec la persistance désespérée de quelque chose qui ne savait pas qu'il était déjà mort. Le docteur Whitmore arriva ensuite. Il était seul, Clara ayant fait savoir qu'elle ne se sentait pas bien et ne pourrait pas venir. Miss Marple le remarqua et ne dit rien. « Merci d'être venu, dit-elle. Je sais que ça doit être difficile, après tout ce qui s'est passé. C'est une obligation professionnelle. » Il s'assit sur la chaise en face d'elle, les mains jointes sur les genoux, le visage impassible. « Vous vouliez discuter de l'affaire ? » Je voulais aborder plusieurs points. Mais d'abord, elle marqua une pause et l'observa attentivement. Tout d'abord, je voulais vous interroger sur la glycine.
Son expression ne changea pas, mais quelque chose se déplaça derrière ses yeux. Une lueur, une tension, là et disparut en un instant. La glycine? Oui. C'était un grand chagrin pour M. Hale. Il a tout essayé pour la sauver. Traitements à l'arsenic, sulfate de cuivre, spécialiste venu de Londres. Rien n'y a fait. Et pourtant, elle s'interrompit de nouveau, l'observant. Et pourtant, elle continuait de dépérir, année après année, lentement, imperceptiblement, comme si quelque chose la rongeait de l'intérieur. Une maladie fongique, a-t-il dit. Le spécialiste a identifié une maladie fongique, mais n'a pas pu déterminer laquelle. Ces maladies sont souvent difficiles à traiter. Peut-être, ou peut-être. Elle se pencha légèrement en avant. Peut-être que les traitements ne fonctionnaient pas parce qu'ils n'étaient pas censés fonctionner. Peut-être que l'arsenic n'a jamais été destiné à soigner la glycine. Peut-être qu'il était destiné à toute autre chose. Le silence s'étira. Les mains du docteur Whitmore s'étaient légèrement crispées l'une sur l'autre, et Miss Marple remarqua que son ongle de pouce, le droit, celui de la main la plus proche d'elle, était rongé court, irrégulier sur les bords. La même habitude qu'elle avait observée chez Clara. Le même geste nerveux, le même signe révélateur. « Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous insinuez », finit-il par dire. Sa voix était maîtrisée, professionnelle. Mais une tension nouvelle s'y faisait sentir. Une prudence qui n'était pas perceptible auparavant. « Je n'insinue rien. Je pose simplement la question. Le colis arrivait 2 semaines avant le décès de M. Hale. Il lui était adressé, de votre part. Un traitement pour la glycine, à base d'arsenic. Vous le lui avez apporté en personne, n'est-ce pas? Oui. Sans hésiter. Clara l'a envoyé. Elle avait lu un article sur ce traitement dans une revue d'horticulture et pensait que cela pourrait aider. Elle savait combien Edmund tenait à sa glycine. Et vous le lui avez remis en personne? Oui, je l'ai déposé. J'étais en visite chez un patient au village et je me suis dit que j'épargnerais le déplacement à Clara. Mais Clara était déjà à Thornhallow à ce moment-là, n'est-ce pas? Elle était venue rendre visite à Edmund lorsqu'il était malade. Elle aurait donc pu livrer le colis elle-même. Nouvelle pause. Plus longue cette fois. Elle se reposait. Elle n'allait pas bien. Pas assez bien pour livrer un colis, mais assez bien pour être là pour les funérailles. Assez bien pour se tenir sur le seuil de cette chambre et regarder M. Hale mourir. Miss Marple marqua une pause et vit son visage se transformer. Perte, peur, rage, avant de retrouver son expression impassible. Elle était là, docteur. Elle était là, elle regardait et elle était parfaitement immobile. Avez-vous remarqué qu'elle a l'habitude de rester immobile? Comme vous? Je ne suis pas sûr de comprendre où vous voulez en venir. Je crois que oui. Je crois que vous l'avez toujours su. Miss Marple se laissa aller dans son fauteuil et le regarda avec cette attention calme et précise qui la caractérisait. Vous étiez au courant de la supercherie. Vous saviez ce qu'Edmund Hale avait fait à votre famille il y a 30 ans. Votre père a été empoisonné, ou presque, et l'entreprise Whitmore a fait faillite, et votre famille ne s'en est jamais remise. Vous avez grandi avec cette vérité, docteur. Vous avez grandi en sachant que l'homme qui avait ruiné votre père était toujours vivant, toujours prospère, toujours respecté dans ce village. Et vous ne l'avez jamais oublié. Sa mâchoire se crispa. C'est de l'histoire ancienne. Vraiment? Parce que je ne crois pas que vous considériez cela comme de l'histoire ancienne. Je crois que vous y voyez une affaire inachevée. Je crois que vous attendez depuis 30 ans pour régler vos comptes. Même si c'était vrai, et je ne l'admets pas.
Quel rapport avec la mort d'Edmund? Je n'étais pas là le jour de son décès. J'étais au cabinet en consultation. Clara était avec moi. Clara n'était pas avec vous. Clara était ici, dans cette maison, dans cette pièce. Elle était là quand Madame Pemberton a apporté le thé. Elle était là quand Edmund l'a bu. Et elle était là quand il est tombé. Miss Marple marqua une pause et observa sa respiration qui avait changé. Plus rapide, plus superficielle, celle d'un homme qui tente de maîtriser quelque chose qui lui échappe. Elle savait ce que contenait le paquet, docteur. Elle savait à quoi servait l'arsenic. Elle l'a envoyé elle-même. Elle s'est assurée qu'il arrive jusqu'au thé d'Edmund. Et elle l'a vu mourir. C'est une accusation grave. Ce n'est pas une accusation, c'est une question. Miss Marple soutint son regard et elle vit quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qu'elle avait déjà vu dans les yeux d'hommes pris au piège, acculés, qui savaient que toute fuite était désormais impossible. Le saviez-vous, docteur? Lorsque vous avez examiné le corps d'Edmund, lorsque vous avez prononcé la cause du décès, saviez-vous ce qui l'avait tué? Le silence s'étira. Dehors, les oiseaux chantaient, indifférents au drame qui se jouait dans la pièce silencieuse. Miss Marple attendait. Puis, très doucement, le docteur Whitmore a dit « C'était ma sœur ». Les mots résonnaient dans l'air, simples et bouleversants. Clara Whitmore était la sœur du docteur Whitmore. Pas sa belle-sœur, pas une amie de la famille, pas une parente éloignée dont le lien avec lui était flou et incertain. Sa sœur, liée à lui par le sang, par l'histoire, par une douleur partagée, une rage partagée, un but commun. « Je sais », dit doucement Miss Marple. « Je l'ai su dès le début. Les mains, les habitudes, la façon dont vous restez tous deux si immobiles quand quelque chose de terrible se produit. Les familles se ressemblent parfois étrangement, docteur. Ce n'est pas toujours dans le visage. Parfois, c'est dans les mains, ou la voix, ou les instincts auxquels personne ne pense. » Il restait silencieux. Ses mains s'étaient mises à trembler. De légères vibrations qu'il tentait de dissimuler en les serrant plus fort l'une contre l'autre. « Madame Pemberton a trouvé le paquet, » poursuivit Miss Marple. Elle n'en comprenait pas la nature. Elle pensait qu'il s'agissait simplement d'un autre traitement pour la glycine. Mais elle a vu Clara avec le paquet. Elle l'a vu le manipuler et elle a commencé à s'interroger. Elle a commencé à poser des questions, à creuser, à faire des liens qu'elle n'aurait pas dû établir. Et c'est ce qui l'a rendue dangereuse. C'est ce qui a fait d'elle une personne qu'il fallait faire taire. Le cyanure devait la faire taire. Oui, c'est vous qui le lui avez donné, n'est-ce pas? Dans sa boisson, dans son thé, dans tout ce qu'elle prenait chaque jour pour stabiliser son rythme cardiaque. Vous saviez exactement quelle dose lui administrer, exactement comment le faire sans laisser de traces. Et vous avez déclaré sa mort comme une insuffisance cardiaque parce que c'était le diagnostic que tout le monde attendait. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. La lettre, dit Miss Marple. Eleanor Marsh l'a trouvée il y a 30 ans, cachée dans les dossiers d'Edmund. La preuve de ce qu'il a fait à votre famille. Elle l'a remise à sa place, mais elle en a gardé une copie et elle a attendu. Elle a attendu le moment où la vérité éclaterait enfin. Et quand Edmund est mort, elle m'a envoyé cette copie, car elle savait, docteur. Elle savait qu'il avait tué et pourquoi. La porte s'ouvrit. Clara Whitmore se tenait sur le seuil. Pâle et impassible, elle avait les mains jointes devant elle, comme Miss Marple l'avait déjà remarqué. Ce geste dissimulant son ongle incarné, cette manie nerveuse, ce même signe distinctif que l'on retrouvait chez son frère. Elle regarda Miss Marple, puis son frère, et son visage demeura impassible. « Clara »
dit le docteur Whitmore. « Vous ne devriez pas être ici. »« Non, » a-t-elle acquiescé. « Mais je crois que je dois l'être. » Elle entra dans la pièce et referma la porte derrière elle. Elle s'approcha de la fenêtre et resta là, contemplant la glycine. Miss Marple remarqua alors son dos droit, sa posture maîtrisée et la sérénité avec laquelle elle se tenait. « Le colis, » dit Clara doucement. « Tu as raison à propos du colis. » Clara, « Non, laissez-moi faire. » Elle se tourna vers eux, la voix assurée, mais Miss Marple pouvait voir les premières failles apparaître. Le tremblement aux commissures de ses lèvres, l'éclat dans ses yeux qui pouvaient être des larmes ou autre chose. L'arsenic était pour la glycine. C'est ce qu'Edmund croyait, c'est ce que tout le monde croyait, mais ce n'était pas pour la glycine du tout, c'était pour lui. Elle marqua une pause et regarda Miss Marple de ses yeux sombres et prudents, et Miss Marple y vit quelque chose qu'elle avait déjà vu, dans les yeux de tous ceux qui avaient commis des actes terribles et qui avaient vécu avec ces actes pendant des années. Le poids de quelque chose qu'on ne pourrait jamais abandonner, jamais reprendre, jamais défaire. « Mon père était un homme bien, » dit Clara. Un homme bien qui avait bâti une entreprise florissante, élevé une famille aimante et qui croyait que le monde le récompenserait pour son honnêteté. Et puis Edmund Hale est arrivé, avec ses promesses mielleuses et ses mensonges habiles, et il a tout pris. Il a pris l'entreprise, les économies, la réputation. Il a volé la santé de mon père, la tranquillité de ma mère, l'avenir de mon frère. Puis il est parti. Il a amassé sa fortune et il a vécu dans cette magnifique maison, avec sa glycine mourante, son thé froid et son silence sur ses actes. Sa voix tremblait à présent. Miss Marple la regardait et repensait à ce qu'Eleanor Marsh avait écrit. Le mal était là depuis toujours, bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Mon père est mort persuadé que quelqu'un avait tenté de le tuer. Il avait raison. Edmund l'avait empoisonné, lentement, méticuleusement, pendant des mois, avec de l'arsenic dans ses médicaments, son thé et même dans la nourriture censée le nourrir. Il a survécu, mais de justesse. Et il a passé ses dernières années convaincu que ses ennemis étaient habillés partout, que tout le monde cherchait à le détruire, que le monde était un piège conçu pour le capturer, le retenir et ne jamais le lâcher. Clara se retourna vers la fenêtre. La glycine était visible à travers la vitre, ses fleurs fanées pâles et réticentes sous la lumière de l'après-midi. « J'ai envoyé l'arsenic pour la glycine, » dit-elle. C'était vrai. Mais la glycine n'était pas le problème. Le problème, c'est qu'Edmund l'utiliserait, l'appliquerait lui-même, encore et encore, à la plante qu'il aimait plus que tout au monde. Et l'arsenic serait absorbé par les racines, s'infiltrerait dans le sol, serait présent à chaque fois qu'il toucherait la plante, à chaque fois qu'il respirerait le parfum des fleurs. Ce serait lent, invisible, indétectable. Une mort qui passerait pour naturelle, un poison que personne ne soupçonnerait jamais. Et quand ça n'allait pas assez vite, dit doucement Miss Marple, vous veniez vous-même. Clara resta silencieuse un long moment. Puis elle se retourna, le visage mouillé, les mains tremblantes, et le calme qu'elle avait si longtemps conservé avait finalement complètement disparu. « Je l'ai mis dans le thé, » murmura-t-elle. « Je l'ai mis dans le thé, et je l'ai regardé le boire, et je l'ai regardé mourir. Et j'ai ressenti. » Elle s'interrompit, sa respiration se faisant courte et saccadée. « Je n'ai rien ressenti. Absolument rien. Je pensais ressentir quelque chose, justice, soulagement, paix. Mais je n'ai rien ressenti. Et je n'ai plus rien ressenti depuis. » Le docteur Whitmore s'était levé de sa chaise. Il se tenait près de sa sœur, une main sur son épaule, le visage marqué par le chagrin, la honte et autre chose encore.
peut-être de l'amour, ou peut-être le dernier vestige d'une famille détruite 30 ans auparavant et jamais reconstruite. La lettre, dit Miss Marple. Quelqu'un l'a prise dans les dossiers d'Edmund. Était-ce vous? Clara acquiesça. Après les funérailles, je suis retourné à la maison. La police était partie, tout le monde était parti, et je savais qu'elle serait vide. Je savais où il rangeait ses papiers, où il gardait ses secrets. Je l'ai trouvé dans le 3e tiroir, parmi ses vieilles factures. Je l'ai pris et je l'ai brûlé. Et Madame Pemberton? Elle savait. La voix de Clara était à peine audible. Elle m'avait vu avec le paquet. Elle m'avait vu dans le bureau. Elle n'avait pas compris ce que cela signifiait. Elle pensait que j'apportais simplement un cadeau pour la glycine. Mais elle avait commencé à s'interroger. Elle avait commencé à poser des questions. Elle aurait continué à en poser, et finalement elle aurait trouvé les réponses. Et puis, elle s'interrompit et regarda son frère avec des yeux d'une sagesse précoce. Il a dit que c'était nécessaire. Il a dit qu'elle n'abandonnerait jamais, qu'elle ne serait jamais satisfaite, qu'elle ne lâcherait jamais prise. Il a dit que c'était pour le mieux. Pour le mieux, répéta doucement Miss Marple. Oui, c'est ce que les gens disent toujours, n'est-ce pas? Quand ils font des choses terribles. C'est toujours pour le mieux. C'est toujours nécessaire. C'est toujours justifié par les blessures du passé. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle contempla la glycine, ses fleurs fanées, la façon dont elle s'accrochait au mur avec une obstination désespérée qui ne serait jamais récompensée. Elle pensa au poison qui était là depuis toujours, tuant lentement, invisiblement, depuis des années. Elle pensa à la famille anéantie, à la fortune bâtie sur leur ruine et aux 2 personnes derrière elle qui attendaient depuis 30 ans l'occasion de se venger. « L'affaire est résolue, » dit-elle doucement. Non pas à eux, mais à elle-même, à la pièce, à la glycine qui se mourait depuis 3 ans. C'était toujours là au final. La réponse a toujours été là. Elle se retourna pour leur faire face. Le docteur Whitmore et Clara Whitmore, frères et sœurs, unis par le sang, le chagrin et l'acte terrible qu'ils avaient commis ensemble. Ils se tenaient côte à côte, les mains tremblantes, le visage baigné de larmes, leur sang-froid définitivement envolé. « La glycine va mourir, » dit Miss Marple. « Ses racines sont trop abîmées. Il n'y a plus rien à faire. » Clara la regarda, et quelque chose changea sur son visage. Un effondrement final, un abandon. Les dernières forces qui l'avaient maintenu debout pendant des semaines de mensonges et de doutes. « Il était déjà mort, » murmura-t-elle. « Il a toujours été mort. Bien avant que nous le sachions. » Dehors, les oiseaux chantaient, le soleil se couchait, et la glycine pendait au mur de Meadowcroft comme une femme dans une robe flatteuse soudainement amincie, ses fleurs pâles et réticentes, ses racines rongées par quelque chose d'incurable. Miss Marple se dirigea vers la porte sans se retourner. Derrière elle, dans la pièce où Edmund Hale était mort, 2 personnes se tenaient silencieuses, les mains tremblantes, le visage vide, les yeux fixés sur la fenêtre, où les derniers rayons du soleil s'éteignaient dans la glycine mourante. Le village de Thornhallow retrouva son rythme habituel les jours suivants. L'enquête fut close. Les corps furent enterrés. Les neveux et nièces reprirent le cours de leur vie, leur héritage réduit à quelques milliers de livres chacun, leurs griefs non apaisés. Les Whitmore furent emmenés discrètement, sans le spectacle auquel le village aurait pu s'attendre. Le docteur Whitmore fut accusé du meurtre de Madame Pemberton et Clara de celui d'Edmund Hale. Ils n'opposèrent aucune résistance, aucune protestation, aucun mot pour leur défense.
Ils restèrent côte à côte dans le box des accusés, le visage pâle et vide, les mains jointes devant eux avec la même prudence habituelle. Miss Marple n'assista pas au procès. Elle avait témoigné, répondu aux questions et fourni les détails dont la police avait besoin. Le reste, estimait-elle, ne la concernait pas. Mais elle se rendit à Meadowcroft le jour où les nouveaux propriétaires en prirent possession. Un jeune couple londonien, désireux de redonner à la maison et au jardin leur splendeur d'antan. Ils se tenaient dans le jardin de devant, le regard inquiet fixé sur la glycine. « Il est dans un état lamentable », disait le mari. « Il va falloir l'enlever, je pense. Le remplacer par quelque chose de plus sain. » Miss Marple s'arrêta devant le portail. Elle contempla la glycine. Ses fleurs fanées, ses feuilles pâles, son étreinte désespérée sur la façade géorgienne. Elle repensa aux paroles de Clara. Il était déjà mort. Il a toujours été mort, bien avant que nous le sachions. Non, murmura-t-elle, pour elle-même, pour la glycine, pour la maison qui avait recelé tant de secrets. Pas morte, juste pourrie jusqu'à la racine. C'est différent, tu sais. Les choses mortes ne cherchent pas à fleurir. Elles ne tendent pas la main vers la lumière. Elles ne s'accrochent pas, année après année, au mur qui n'a jamais été assez solide pour les soutenir. Le jeune couple la regarda avec l'expression de ceux qui ont croisé une vieille femme parlant à des plantes et qui ont sagement décidé de ne pas engager la conversation. Miss Marple sourit et continua son chemin. Derrière elle, la glycine pendait au mur de Meadowcroft, toujours mourante, toujours enchevêtrée, toujours accrochée à quelque chose de brisé depuis bien longtemps. Les nouveaux propriétaires l'arracheraient sans doute. Ils planteraient autre chose à sa place. Quelque chose de sain, de robuste. Quelque chose qui fleurirait sans poison dans ses racines. Mais Miss Marple savait que la terre garderait la mémoire de ce qui s'y était passé. Le poison persisterait, dans la terre, dans les fondations, dans les recoins tranquilles où la vérité avait été enfouie pendant 30 ans. Et quelque part, dans les racines de ce qui pousserait ensuite, le mal serait toujours tapi dans l'ombre. Ça a toujours été le cas. Le cottage où Clara Whitmore avait vécu avec son frère fut vendu au printemps suivant. Les nouveaux propriétaires étaient une jeune famille, avec 2 enfants et un chien, et ils emplissaient des pièces de rire et du bruit de petits pas courant dans l'escalier. Miss Marple les aperçut une fois, à la fête du village. La mère tenait une tasse de thé et discutait avec Madame Harding du jardin, des écoles des enfants, des choses ordinaires qui rythment la vie des gens ordinaires. Le père jouait au cricket avec l'aîné sur la place du village. Le plus jeune dormait dans un landau à l'ombre d'un chêne centenaire. C'était une scène digne d'un conte de fées. Une scène de la vie qu'aurait pu avoir Clara Whitmore si sa famille n'avait pas été anéantie. Si son père n'avait pas été empoisonné, si son frère n'avait pas grandi avec la rage au cœur et le meurtre dans les mains. Miss Marple les observa longuement, sa tasse de thé refroidissant entre ses mains. Elle songea à tout ce qui avait été perdu. Non seulement les vies fauchées, mais aussi celles qui n'avaient jamais été vécues. Les avenirs qui ne s'étaient jamais concrétisés. Ce qu'Edmund Hale aurait pu devenir, s'il n'avait pas bâti sa fortune sur le sacrifice du bonheur d'autrui. Et elle pensa à Clara, à l'expression de son visage au dernier instant avant qu'on l'emmène, non pas vaincue, non pas brisée, mais simplement vide. Un vase qui avait été rempli de quelque chose pendant si longtemps et qui était maintenant enfin complètement vidé. Elle pensa à la glycine, au poison contenu dans ses racines, à la façon dont une plante peut dépérir pendant des années sans que personne ne s'en aperçoive. Se décomposer de l'intérieur tout en cherchant encore la lumière. S'accrocher à un mur qui n'a jamais été assez solide pour la soutenir. La jeune famille était partie.
Le village était calme. La partie de cricket terminée, les enfants endormis dans leur lit. Miss Marple rentra chez elle dans la lumière du soir. Passant devant l'église, la poste et la rangée de jolies maisons qui formaient le cœur de Thornhallow. La glycine de Meadowcroft avait disparu. Les nouveaux propriétaires l'avaient arrachée l'automne précédent, comme Miss Marple l'avait prédit. À sa place, ils avaient planté un rosier grimpant, vigoureux, aux feuilles d'un vert profond et aux gros boutons prêts à éclore. Mais Miss Marple, en regardant le mur nu où jadis la glycine s'était accrochée, pouvait encore la voir. Elle pouvait encore voir les fleurs fanées, les feuilles pâles, la tentative désespérée de s'en détacher. Elle pouvait encore voir, dans son imagination, le visage d'une femme debout à la fenêtre, regardant quelque chose qui était mort depuis si longtemps se détacher enfin. Elle pensait que certaines choses étaient indéracinables. Certaines choses persistaient dans la terre, dans les fondations, dans les recoins silencieux où la vérité avait été enterrée et laissée à pourrir. Et certaines choses, une fois qu'elles s'étaient installées, n'ont jamais cessé de rechercher la lumière. La dernière chose que Miss Marple vit en tournant au coin de sa rue fut une glycine en fleurs dans le jardin d'une voisine. Elle était saine, vigoureuse, couverte de cascades de violettes qui captaient les derniers rayons du soleil couchant. La propriétaire, une femme qu'elle connaissait un peu, une veuve douée pour le jardinage, lui avait confié, quelques mois auparavant, qu'elle la traitait contre le mildiou. Elle était en train de mourir, avait dit la femme. Complètement morte, pensai-je. Mais j'ai tenté une dernière chose. De l'arsenic dans la terre, absorbé par les racines, et elle a repris vie. Elle a fleuri comme si elle n'avait jamais été malade. Miss Marple n'avait pas répondu. Elle s'était contentée d'acquiescer, de sourire et de poursuivre son chemin. Mais elle se souvenait maintenant. Elle se souvenait de l'arsenic, absorbé par les racines. Elle se souvenait de la glycine qui s'était mourante et qui avait repris vie. Elle se souvenait de tout ce qui avait été enterré et laissé à pourrir, de tout ce qui avait été empoisonné de l'intérieur et de tout ce qui avait cherché la lumière même quand il ne restait plus rien à donner. Elle repensa au visage de Clara Whitmore, à son expression à ce dernier instant, ni vaincue, ni brisée, mais vide. Un vase qui avait été rempli de quelque chose pendant si longtemps et qui était maintenant enfin complètement vidé. Elle repensa à la glycine de Meadowcroft, disparue à présent, mais jamais oubliée. Elle pensa au poison dans le sol, qui attendait encore. Elle entra dans sa maison, ferma la porte et resta longtemps debout dans le couloir silencieux, à écouter le silence qui s'était abattu sur le village comme un linceul. Dehors, les oiseaux chantaient, les roses étaient en fleurs et la glycine du jardin du voisin captait les derniers rayons du soleil. Tout était beau, tout était calme, tout était exactement comme il se devait. Et quelque part, au plus profond des racines de quelque chose qui était mort depuis longtemps et qui ne serait jamais oublié, le poison était toujours là. Ça avait toujours été comme ça.